Mais comme d'habitude, c'est pas pour partager les enregistrements avec qui que ce soit, c'est pour vos collègues qui sont pas là. Alors, je dis bienvenue à toutes et à Yacine, à tous. Et merci pour votre temps aujourd'hui, vraiment de nous joindre dans chacun de ces ateliers. Et aujourd'hui, on a l'atelier de Design Thinking. Peut-être je vais juste vite expliquer pourquoi on s'est dit que le design thinking est important. C'est aussi parce que notre objectif chez Tech for Dev, c'est vraiment de créer des solutions efficaces et durables pour les défis complexes et dans les situations complexes. Et c'est effectivement le design thinking qui est un élément essentiel pour cette mission. Euh, il nous permet de placer l'humain au cœur de notre processus d'innovation et de cette co-création et co-développement des solutions innovantes qu'on fait avec vous. Et donc aujourd'hui, on vise à se doter avec un peu l'état d'esprit et aussi quelques méthodes qui sont nécessaires pour concevoir avec les gens et pas seulement pour eux. Et aussi, c'est une occasion de réfléchir sur nos projets. Et je suis heureuse vraiment d'avoir parmi nous Marius Conti, qui est l'expert de l'EPFL et qui se présentera un peu plus tard. Mais avant, je pense qu'on peut prendre 1 ou 2 minutes pour se Mhm. présenter les uns aux autres. Bon, on est trois participants des projets, donc je voudrais vous inviter juste pour brièvement vous introduire. Euh, qui commence? Lucia, je vois que vous êtes unmuted. Ok. Pourquoi pas? Oui, donc moi, je suis Lucia Jalón, je suis architecte et chercheuse à l'EPFL dans le laboratoire Alice. Et on travaille avec les NGO MEDER à Madagascar pour un projet pour améliorer la communication des émergences aux communautés locales en utilisant des méthodes in situ par la communication directe avec les citoyens. Top. Enchanté, Lucia. Je peux me présenter du coup à mon tour. Yacine Mamdi, donc je suis ingénieur en environnement, diplômé de l'EPFL il y a de ça quelques temps. Et j'aide donc le professeur Paolo Perona au laboratoire de construction hydraulique sur le projet en Mauritanie, donc le projet de reboisement dans la ville de Nouakchott. Super, enchanté Je Yacine. Enchanté. m'appelle Maïmouna Salek, je suis journaliste et je préside une ONG, donc une association de la société civile qui s'appelle Biodiversité pour citer. Donc on fait de l'éducation environnementale, de la sensibilisation de l'information relative aux questions environnementales en milieu urbain. Et je travaille avec Yacine, je suis de l'équipe de Yacine, donc sur cette solution fondée sur la nature pour trouver une solution aux inondations. Donc, dans la ville de Nouakchott, pendant les périodes de pluie notamment, il y a de fortes inondations et ça fait vraiment vider des quartiers, déplacer des populations ou des populations, au contraire, sont enclavées dans leur quartier à Mhm. cause des inondations. Donc, c'est une solution grâce aux plantes, au boisement. Voilà. Ah, super. Ok. Ravi de faire votre connaissance, Maïmouna aussi. Merveilleux. Je crois que tout le monde s'est présenté. C'est juste Dominica, hein. Il n'y C'est a personne qui juste, se ouais. cache dans les vignettes. Ok. Merveilleux. Je suis vraiment ravi de passer cette heure avec vous là qui vient. Je m'appelle Marius, comme ça a été dit par Dominica, Marius Conti. Je travaille à l'EPFL principalement. Et puis, effectivement, je suis là ce matin pour vous parler, enfin ce matin, en tout cas ici, c'est le matin, pour vous parler de design thinking et puis plus particulièrement un petit peu dans le contexte de projets comme les vôtres, ce que ça peut vouloir dire. Bon, vous êtes que trois. Hier, ils étaient à peu près 14, dont la moitié, je suspecte, étaient des assistants AI qui prenaient des notes, ce qui était assez particulier comme expérience. Mais tout ça pour dire qu'hésitez pas à m'interrompre, hein. Je veux dire, on n'est pas beaucoup. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez partager des expériences que vous avez eues, s'il y a des éléments de clarification dont vous avez besoin, ou qu'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre.
on est en petit comité, donc autant en profiter. Et ça me dérange pas du tout par moment de faire des petites pauses dans tout ce que j'ai à vous raconter. Donc voilà, tout ça pour dire que sentez-vous libre de le faire. Je vais partager des slides. L'idée, comme l'a dit Dominica, bon, quand on parle de design thinking, il y a une grosse composante d'état d'esprit, on va dire. Et effectivement, après, il y a des méthodes, il y a des outils et des choses comme ça. Mais le parti pris que j'ai choisi pour cette intervention, c'est avant tout de voir ce que veut dire le design thinking dans le contexte de projets appliqués et en quoi ça peut vous inspirer à travailler différemment peut-être de ce dont vous avez l'habitude. Donc voilà, après, en ce qui concerne les méthodes, les outils, je le disais hier aux autres projets, il y a une multitude de choses qu'on trouve en ligne qui en général sont assez bien avisées. Donc je peux vous orienter vers certaines choses si vous en avez besoin. Je pense que Tiffen et Dominica ont aussi de l'expérience et une certaine expertise là-dedans. Donc elles peuvent vous envoyer sur des choses plus spécifiques. Mais 80% à peu près du chemin, il est de se rendre compte de ce que ça peut apporter et d'avoir envie de l'utiliser. Après, le reste, ça suit. ChatGPT peut être aussi d'une bonne aide si vous y avez accès, parce que ça couvre un peu les choses de base. Donc voilà, après, ne soyez pas surpris, j'ai l'impression des fois en faisant ces talks, il y a un certain nombre de trucs qui sont de l'ordre un peu du bon sens ou qui sont déjà des choses qu'on mobilise dans certains endroits de notre vie professionnelle ou de notre vie personnelle sans forcément l'appeler design thinking, sans forcément avoir recours aux éléments de langage que nous on utilise en tant que designer. Donc si ça sonne familier ou dites ah mais c'est déjà quelque chose que je fais un petit peu, c'est sans doute que c'est le cas. Donc n'hésitez pas à essayer de relier un peu ces points parce que ce sera toujours utile. Donc voilà, je sais que par exemple Lucia, Alice, j'ai travaillé avec ce laboratoire il y a quelques années, il y a ouah, une douzaine d'années je pense, une dizaine d'années. Et je me souviens très bien qu'il y avait un certain nombre d'éléments très inspirés du design thinking dans la méthodologie du laboratoire et tout. Donc voilà, je suis pas là, je suis pas dogmatique, je prétends pas que c'est complètement nouveau, pas du tout. Il y a des tas, c'est vraiment inspiré de beaucoup de méthodes de travail qu'on trouve dans les autres champs disciplinaires. Donc voilà, n'ayez pas peur. Ah, on a de la visite. Euh, N'ayez pas peur de faire des ponts, c'est tout à fait le bienvenu. Je vais quand même vous partager mes slides avant de trop raconter des trucs. Là. Boum! Comme vous le voyez, ça commence bien vu qu'il y a déjà deux titres. Je parle de recherche de terrain, field research et design thinking. C'est juste qu'il y a une petite, c'est pas qu'il y a une petite confusion, mais c'est vrai que dans mon travail et dans les projets que j'ai pu faire par le passé, pour moi, c'est pas vraiment du design thinking, c'est plus de la recherche de terrain. Maintenant, en dehors de ce champ-là, ben, souvent on en parle en disant que c'est du design thinking. Et c'est vrai que dans le monde des entreprises, dans le monde des organisations, la plupart du temps, c'est comme ça enfin, ouais, c'est comme ça qu'on en parle parce que la recherche de terrain, ben, c'est quelque chose qui est peut-être, qui se retrouve un peu plus dans tous les domaines et qui veut encore moins dire quelque chose que design thinking. Mais voilà, ce à quoi je me réfère, c'est avant tout une recherche en amont du développement de la solution qui vient essayer de comprendre un peu les enjeux de contexte, les enjeux des différents types d'utilisateurs qu'on trouve sur le terrain. Bonjour Olivia, je Oui, m'interromps deux bonjour secondes. tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec quel projet du coup, que je puisse un petit peu comprendre? Euh, Nous sommes de Madagascar Super, sur le projet de Resilience Communication for Communities. très bien. Avec Lucia, donc c'est ça, Ouais, si j'ai suivi Oui, ouais. correctement. exactement. Cool. Super, bienvenue. Désolée pour le retard. Pas grave, on vient de démarrer, donc vous n'avez pas loupé grand-chose. C'est un petit peu Ok. une introduction assez générale. Vous voyez mes slides, c'est tout bon? Super, ouais, Oui, Ouais, très bien. Oui, oui. Comme je disais, rapide intro, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Je viens à la base du champ du design, c'est-à-dire que je suis pas ingénieur, je suis pas du domaine de l'innovation sociale ou du business ou enfin, du domaine du management. Je viens vraiment du design très appliqué. Et la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que bah, on trouve souvent beaucoup des gens qui vont vous raconter ce que je vais vous raconter, mais qui viennent pas du domaine du design. Et du coup, de mon point de vue, passent des fois à côté de certaines choses, et notamment un truc assez essentiel qui est pourquoi on appelle ça design thinking. Parce que voilà, ça pourrait être du engineering thinking, du doctor thinking, ça pourrait être n'importe quoi.
Mais la raison pour laquelle on parle de design thinking, c'est qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans notre discipline en tant que designer, qu'on soit, je sais pas, graphiste ou qu'on conçoive des nouveaux objets ou des nouveaux services ou des nouveaux espaces ou peu importe. On retrouve un peu ça aussi avec les architectes, c'est le fait que, par définition, je dois comprendre ce qui peut convenir aux gens et en général une multitude de gens. Euh, Ce qu'on appellerait un peu des parties prenantes dans le domaine d'un projet comme vous le faites. C'est-à-dire que par définition, et depuis toujours en tant que designer, il y a quelqu'un qui me paye pour en général communiquer quelque chose ou mettre quelque chose dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc cette gestion de la diversité des parties prenantes dans leur subjectivité, bah, c'est assez au centre de ce qu'on fait en tant que designer. Même quand c'est un projet aussi bête, enfin aussi bête, aussi simple que faire un logo ou faire quelque chose comme ça demande de comprendre un peu les gens et de comprendre qu'est-ce qu'ils perçoivent de ce qu'on leur propose et de ce qu'on essaye de transmettre comme message. Et ça, c'est c'est à l'essentiel un petit peu du design thinking, c'est de réussir à prendre la perspective d'autres parties prenantes dans un projet ou dans une équation pour comprendre leurs contraintes, leurs besoins et leurs perspectives sur les choses. Moi, je viens du domaine de ce qu'on appelle, maintenant ça a un petit peu changé, mais à l'époque c'était interaction design. Donc on entendait par là surtout les interactions homme-machine, comment on interagit avec des interfaces, comment on interagit avec des machines grâce aux interfaces, comment on arrive à faire que tout ça fonctionne ensemble. Et puis par la suite, ça a un petit peu changé, c'est devenu ce qu'on appelle l'expérience utilisateur ou user interface ou des choses comme ça. Vous avez peut-être croisé, c'est assez à la mode, hein, UX, UI design, ce genre de choses. Mais moi, j'ai bifurqué assez rapidement dans ma carrière pour aller travailler dans différents types d'industries et d'organisations. À la fois, d'abord, que j'ai créé une start-up il y a très longtemps, puis après, comme consultant, j'ai eu l'occasion d'aller dans différentes choses, à la fois dans le domaine industriel, que ce soit digital ou très manufacturing, dans les médias, dans certaines NGO et fondations. Et puis, assez rapidement, je me suis interrogé et j'ai rejoint les PFL sur les questions de bah, qu'est-ce qui fait qu'une invention devienne une innovation? Parce que c'est vrai que les PFL est absolument brillante. Et il y a plein de gens brillants dans le monde, autres que les PFL, bien sûr, pour inventer des trucs, inventer des nouvelles technologies, inventer des nouvelles manières de faire, des nouvelles solutions. Mais bah, pour que ça devienne quelque chose qui ait vraiment de l'impact, bah, il faut que les gens s'en servent, il faut que les gens s'en saisissent et que ça devienne des choses avec lesquelles ils sont à l'aise. Et puis, bah, en général, le design, bah, c'est un petit peu ce qui vient faire la courroie de transmission entre l'invention technique et puis le terrain. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint les PFL vraiment à la base en faisant de la recherche en design. Et puis, c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs le laboratoire Alice, enfin, certains de vos anciens collègues. Et puis, c'est ce qui m'a amené petit à petit à donner de plus en plus de cours et de programmes autour des notions de design thinking et de recherche, de co-création, de collaboration et de choses comme ça qui sont autant d'éléments qui se recoupent dans les projets d'innovation, que ce soit d'innovation vraiment technologique ou d'innovation sociale. Donc voilà pourquoi c'est moi à qui on demande aujourd'hui de venir discuter avec vous et vous donner un petit workshop. Euh, Comme je disais, c'est pas les projets qui manquent hein, quand il s'agit d'essayer d'amener des inventions technologiques sur le terrain pour essayer de régler des grands problèmes et des grands enjeux d'aujourd'hui. Il y a sur les 40, 50, 60 dernières années, comme je disais, j'ai utilisé le terme anglais, un track record. On va dire qu'on a un passif en tant que du côté des institutions qui créent des nouvelles technologies et qui créent des nouvelles choses assez conséquent quand il s'agit d'essayer d'amener ça à la société civile et d'amener ça à certaines, je sais pas, à certains parties prenantes qui sont liés à des problèmes. Et malheureusement, on a aussi un passif assez lourd, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui ont réussi, mais il y a quand même énormément de projets qui ont échoué. Et puis, il y a quand même un élément qui a tendance à se répéter, même si ce n'est pas la seule cause d'échec de ces projets-là, c'est une incompréhension des enjeux locaux. C'est-à-dire qu'on comprend assez bien techniquement ce qui se passe dans ces problèmes. Enfin, on comprend assez bien. On voit assez bien en quoi la solution qu'on a entre les mains technologiques pourrait répondre à un problème sur le terrain. Maintenant, en général, on ignore juste le facteur humain qui est entre la solution, enfin en ingénierie, on dit entre l'écran et la chaise, c'est-à-dire l'intelligence, la personne humaine qui est entre les deux, l'utilisateur, le bénéficiaire, le client, peu importe comment on l'appelle, ou une incompréhension des fois des enjeux sociaux ou des dynamiques d'influence ou de pouvoir qu'il y a entre les différentes parties prenantes. Ce qui fait qu'il y a des projets qui, techniquement, sont absolument géniaux, des inventions extraordinaires, mais qui, une fois déployées sur le terrain, en général, se heurtent au mur de la réalité, qui est que bah, les gens, ils n'ont pas envie de changer la manière
dont ils vivent, dont ils travaillent, dont ils coexistent. Tout est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Et puis, ben, comme je disais avant, en fait, les designers ont assez souvent, dans différents contextes, amené cet argument du, ben, nous, notre job, il est un petit peu de comprendre les gens pour réussir à faire des projets qui réussissent. Donc peut-être que ça peut aider. Peut-être que de venir avec nos outils de designer et la manière dont on essaye d'approcher les contextes des problèmes, ben, peuvent amener des éléments d'information qui peuvent être déterminants dans la compréhension du problème et dans la manière dont on amène une solution à quelque part. Enfin, on amène une technologie à quelque part et que ça devienne une solution. Et c'est pour ça que ben, de plus en plus, ces 20 dernières années, on a vu ce qu'on appelle le design thinking, de plus en plus souvent proposé dans des contextes de plus en plus larges et différents, tels que l'innovation sociale. C'est que voilà, les chercheurs en design dont j'ai eu fait partie et qui travaillent sur ces problématiques-là, ben, amènent souvent un regard qui est un petit peu différent là-dedans. Donc c'est pour ça que design thinking et innovation sociale ou technologique, enfin technologie dans l'environnement a des enjeux sociaux ou du changement climatique ou de tous ces wicked problems, bah, ça fait sens. Maintenant, petite mise en garde, c'est que je prétends pas qu'il y a une causalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on utilise le design thinking et qu'on fait appel à des designers que ça va marcher. Il y a aussi tout un passif assez lourd de projets où le design thinking a été utilisé et où ça n'a pas marché non plus. Mais il y a une certaine corrélation, c'est-à-dire que du moment qu'on prend du temps et qu'on investit dans le fait de passer plus de temps avec les gens qui impactent ou qui sont impactés par un problème, le mieux on a tendance quand même un petit peu à comprendre ce qui peut être des facteurs déterminants d'adoption d'une technologie ou d'une solution, et le plus on met un petit peu des chances de notre côté que ça marche. Donc le design thinking, c'est pas la panacée, c'est pas le truc qui va régler tous les problèmes. Par contre, le message qu'il y a derrière, l'état d'esprit qui est, et n'ayez pas peur de prendre un peu de temps pour mieux comprendre les gens, mieux comprendre comment ils expérimentent ou ils impactent le problème dans leur vie de tous les jours. En général, ça paye quand même. On comprend toujours un petit peu mieux ce à quoi on a affaire et on comprend toujours un petit peu mieux quelles sont les solutions, quelles sont les conditions d'adoption ou par moment de non-adoption de ce qu'on amène. Jusque-là, ça va? Vous me suivez? Dans toute la nuance. Trop bien. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise vraiment le design thinking dans le contexte d'un projet et qu'est-ce que ça apporte? J'ai fait le choix de revenir sur un projet sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années, qui a certaines similitudes avec ce que vous allez faire et sous certaines dimensions qui est assez différent. Donc voilà, ça va vous aussi d'essayer de transférer ça dans votre contexte. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voyez pas où je veux en venir et si vous avez besoin de plus de sous-titres pour essayer de transférer ça. Euh, le fait est qu'il y a quelques années, je crois que c'était en 2018 ou 2019, avant le Covid, j'ai eu l'occasion de travailler avec une fondation en Inde qui s'appelle la fondation Selco. Euh, Plus particulièrement à Bangalore. Donc c'est une ville de enfin, ouais, une très grande ville, plusieurs millions d'habitants, plutôt dans le sud du continent, à peu près au milieu. Et puis c'est une fondation qui depuis 30 ou 40 ans travaille sur des solutions d'accès à l'énergie solaire off the grid, donc des choses qui sont décentralisées, qui peuvent être installées à peu près n'importe où, qui sont extrêmement résilients au niveau technique, technologique, c'est-à-dire que c'est pas du tout délicat pour faire très simple. C'est des technologies extrêmement robustes et super abordables. Donc quand on dit super abordable, c'est qu'en général, pour quelques dizaines de dollars, enfin l'équivalent en roupies, on peut avoir accès à une solution avec une batterie, des panneaux solaires, etc. Et puis eux, depuis toujours, ils travaillent vraiment sur l'accessibilité de leurs solutions pour faire en sorte que bah, de plus en plus de gens dans les zones rurales ou même dans certains quartiers qui sont pas très bien couverts au niveau énergétique, bah, il y ait le plus de gens possible qui aient accès à leurs solutions. Et plus particulièrement pas n'importe qui chez eux, mais des gens qui ont une activité économique. Donc comme vous le voyez un peu sur les images que j'ai choisies, des gens qui ont des moulins ou des gens enfin des forgerons ou qui travaillent sur des enjeux d'éducation, enfin une activité à la fois économique ou sociale, c'est-à-dire des gens qui, de par leur activité, ont un impact sur la vie d'autres gens. Donc c'est un peu des nœuds comme ça en termes en termes sociaux, qui fait que si eux, on arrive à améliorer un peu leur quotidien en termes d'efficience ou en termes de confort ou en termes de qualité de ce qu'ils font,
bah, eux, ils vont réussir à impacter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de bénéficiaires derrière. Donc c'est ce qui les amène à travers cette activité à avoir une définition assez large, Selco, de ce qu'ils font, à savoir que oui, bien sûr, ils travaillent sur de l'ingénierie, à proposer des solutions qui sont extrêmement robustes, qui sont faciles à utiliser, enfin très modulaires et tout. Mais depuis à peu près toujours, ils travaillent aussi à bien comprendre avec qui ils doivent interagir, c'est-à-dire tous ces gens qui bossent, euh, donc qui ont une activité sociale ou économique qui impacte la vie d'autres gens, puis comprendre comment ils peuvent amener cette technologie-là dans leur quotidien pour que ça fasse sens, que ça fasse une différence et surtout que ça vienne pas les freiner, que ça vienne pas les ralentir dans ce qu'ils font et que vraiment ça les dote de plus de capacités, quoi. Empower, comme on dit en anglais. Donc, ils ont une culture, cette fondation, depuis le début, de comprendre les bénéficiaires, passer du temps avec eux et comprendre qu'est-ce qui peut faire qu'un projet fonctionne ou ne fonctionne pas vraiment dans le contexte de leur propre activité. Donc, c'est clair que là où j'ai eu de la chance, c'est que je ne suis pas arrivé dans un contexte complètement hermétique à ce que je raconte, complètement hermétique au design thinking, complètement hermétique à ces différentes méthodes. Voilà, ils font ça depuis aussi longtemps que je suis sur cette terre. Donc, ils s'y connaissent bien mieux que moi, même sur la manière dont on approche ce genre de problème et dont on utilise ce genre de méthode. Mais il y a un élément qui, pour eux, comptait et qui explique la raison pour laquelle ils faisaient appel à mon équipe et moi, c'était le fait qu'on vienne avec un regard qui est complètement extérieur. Et ça, pour faire de la recherche en design, pour venir explorer un problème, bah, c'est quelque chose qui a aussi de la valeur parce qu'on apporte un regard qui est très naïf, qui est très candide un peu, et on peut se permettre souvent de poser des questions ou d'explorer les choses d'une manière dont les gens, ils n'ont pas l'habitude sur le terrain. Parce que c'est clair que d'avoir des... Il y a plus de gens qui font de design research en Inde qu'on a de designers tout court en Suisse, hein. Donc on va pas se leurrer, c'est quelque chose qu'ils font très bien tout seuls. Sauf que bah, souvent, bah, quand ils vont sur le terrain, bah, ils sont en face de leurs compatriotes, ils sont en face de gens ou avec qui ils ont beaucoup d'éléments en commun. Donc prendre un regard vraiment extérieur et voir les choses différemment, bah, c'est un petit peu difficile. Donc d'avoir une équipe qui vient de l'autre bout du monde pour venir juste apporter une perspective qui est différente, bah, ça a aussi de la valeur. Donc c'est vrai que c'est aussi une manière de légitimer peut-être les chercheurs de l'EPFL ou des gens d'Europe pour aller prêter main forte sur le fait d'explorer ces problèmes-là. C'est qu'on prétend pas mieux comprendre un problème, on prétend pas trouver vraiment ce qui va faire toute la différence, mais on vient prêter main forte avec juste une alternative qui est un petit peu différente, puis enrichir les points de vue. Donc c'est ce qui fait que voilà, Selco, on a eu un partenariat qui était vraiment très intéressant sur plusieurs années en allant sur le terrain. Maintenant, la problématique du projet dont j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui est assez particulier, c'est que le brief qu'on avait initialement, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions d'apprentissage et d'enseignement euh, dans des camps de migrants avec l'aide de la technologie de Selco, donc ce côté technologie solaire sur batterie et tout. Alors, c'est un contexte un petit peu particulier. C'est le fait qu'à Bangalore, comme partout en Inde et comme partout dans le monde, hein, il y a beaucoup de camps de migrants. Maintenant, à la différence peut-être en tout cas d'Europe ou en Suisse, ce qu'on entend par camp de migrants, là, c'était pas une migration qui fuyait des conflits armés ou qui fuyait une oppression, ou en tout cas, ils fuyaient une oppression qui était plutôt économique. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui, depuis plusieurs générations, bougent partout en Inde pour essayer de trouver des opportunités économiques. C'est-à-dire c'est souvent des gens qui ont été chassés de leur village il y a, comme je disais, des décennies et qui ont été privés de leur gagne-pain initial, que c'était peut-être du farming, donc de l'agriculture à certains endroits, ou des gens qui vivaient dans des forêts, ou qui avaient peut-être des troupeaux, des choses comme ça, et qui, d'une manière ou d'une autre, ont été expulsés de là où ils étaient, soit parce qu'il n'y avait plus les ressources, soit parce qu'il y avait d'autres gens qui sont arrivés et qui ont colonisé l'endroit. Mais le fait est que voilà, c'est des gens qui toute leur vie ont bougé, et vont sans doute bouger toute leur vie, et là, pendant quelques années, ils s'installent dans ces camps à Bangalore. Vous voyez un peu le genre, hein, c'est ce qu'on appelle des Blue Shelters Camp. Donc, c'est des tentes de fortune qui sont construites avec des matériaux récupérés ici et là. Euh, Maintenant, c'est quand même des gens qui restent plusieurs années ici, qui s'installent sur des zones où les propriétaires le tolèrent. Et puis, bah, ces camps, ils ont des vies de famille, quoi. C'est pas juste des gens qui cherchent du job, c'est des familles entières avec énormément d'enfants. On parle de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines par camp.
et puis qui sont pour la plupart complètement déconnectés des structures officielles en termes d'enseignement, donc pas d'accès à l'école, pas d'accès à une éducation formelle. Et puis le problème, c'est que bah, il y a certains de ces enfants qui seraient en âge d'aller à l'école, mais ils n'ont pas du tout les outils pour rejoindre l'école. Ils n'ont pas les éléments vraiment de base qui permettent d'aller dans une classe de leur âge dans la ville. Donc il y a une NGO qui est pas Selco en l'occurrence, qui est une autre, qui travaille à créer des écoles dans ces camps avec des profs, avec une, comme vous le voyez ici, une structure un peu de bungalow comme ça. Donc c'est un partenariat de cette NGO et puis de Selco pour construire des infrastructures dans ces camps qui permettent aux enfants de venir suivre des cours. Maintenant, voilà, le brief qu'on a reçu, nous, au début du projet, c'était, bon, bah, c'est difficile hein, dans ces classes parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a des conditions d'apprentissage qui sont difficiles parce que il y a la diversité des âges, il y a le nombre des enfants, il y a le fait que bah, ce n'est pas forcément un contexte très facile pour apprendre. Et puis des conditions d'enseignement qui sont difficiles, c'est-à-dire qu'il y a souvent qu'un seul ou une seule prof. Euh, c'est pas des gens qui sont à la base spécialisés dans ce genre de cadre, donc ils découvrent aussi un peu tout ça. Et puis ils doivent dans leur activité faire beaucoup de choses différentes. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a reçu comme brief. Maintenant, le lien avec l'énergie solaire, comme vous le voyez là, bah, il est un peu ténu, hein, il est un peu difficile. C'est-à-dire que, comme on le devine sur la photo, les bungalows sont équipés de panneaux solaires qui permettent d'alimenter un certain nombre d'équipements. C'est un peu alibi, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire que Selco se sert un peu de cette histoire ici d'énergie. Enfin, on leur dit qu'ils peuvent installer ça. C'est clair que ça vient aider la prof et les enfants à apprendre. Maintenant, fondamentalement, ce que fait surtout Selco, c'est fournir de l'infrastructure. Ils aident aussi à construire le bungalow. Ils aident en termes d'ingénierie sur tout ça. Donc, c'est très indirect. Donc, même si dans notre brief, il y avait cet élément d'énergie solaire au départ, c'était pas forcément ce qui venait guider tout notre travail. C'était important d'en tenir compte, mais c'était pas non plus le truc le plus important. Euh, Maintenant, il y a une réalité qui est que nous, on découvrait aussi ce qu'est une école. On ne savait pas, hein. Moi, j'ai fait, comme je disais, j'ai de l'expérience dans ce genre de contexte en tant que designer, mais fondamentalement, moi, j'ai fait mes classes au milieu de l'Europe, dans un endroit très privilégié. J'ai eu énormément de chance dans les choses auxquelles j'ai eu accès. Donc, juste de découvrir ce qu'on entend par apprendre dans ce genre de contexte et enseigner dans ce genre de contexte, c'est déjà pas du tout ce que j'imaginais. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ben, apprendre dans ce genre de contexte, ça veut dire être avec une cinquantaine d'autres enfants qui vont d'un âge d'environ 3 mois à 12 ans dans une surface qui est minuscule, vraiment minuscule, et qui fait peut-être, je sais pas, un quart de ce que moi je pouvais avoir comme classe quand j'étais enfant, alors qu'on était que, je sais pas, une quinzaine là-dedans. Donc c'est par rapport à ce que je peux imaginer, les hypothèses que je pouvais faire sur ce qu'est une classe, bon, déjà, ça n'avait rien à voir. Comme je disais, de 3 mois à 12 ans, hein, donc déjà, il y a beaucoup d'enfants. Mais ensuite, ça veut quand même dire que si vous avez 11 ou 12 ans, en général, on attend de vous que vous preniez soin des plus petits aussi. Donc, comme condition pour apprendre, c'est vraiment pas idéal quand en plus vous devez vous occuper de votre petit frère, votre petite sœur ou de vos cousins ou cousines qui sont juste des bébés. Déjà là, la capacité d'attention et d'être là, elle est vraiment compliquée. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'enseigner, c'est pas juste enseigner, en fait, quand on est là où le prof dans ce genre de contexte, c'est aussi donner à manger aux enfants, leur donner des médicaments, faire attention à leur santé dans la vie de tous les jours, et puis, euh, et puis faire en sorte que tout ça soit respecté, parce qu'en fait, bah, c'est la raison aussi pour laquelle ils viennent à l'école, c'est pas juste pour apprendre, c'est aussi pour manger et puis qu'on les soigne. Et puis ça fait partie du marché qui est passé un petit peu avec la communauté et les parents. Donc en fait, à la fois le fait d'être élève et le fait d'être prof, ben déjà là, moi je suis vraiment un peu tombé, enfin, pas tombé de haut, mais j'ai découvert, on va dire, l'étendue de tout ce que je savais pas en démarrant le projet, qui fait que la nécessité de passer du temps pour comprendre tout ça est vraiment importante déjà dès la base, quoi. Maintenant, en design thinking, la première étape, bah, c'est tout con, hein, mais c'est d'essayer de mieux comprendre le problème, de mieux comprendre ce contexte, comme je disais. Donc c'est vrai que juste en s'approchant un petit peu du terrain, on commence un petit peu à avoir cette complexité du ah ouais, être élève, c'est pas juste être élève, être prof, c'est pas juste être prof. Mais après, pour vraiment réussir à mieux comprendre le problème, bah, il n'y a pas de miracle, il faut passer du temps à l'étudier. Et pas à l'étudier dans le confort d'un laboratoire ou d'un bureau ou d'une salle de réunion, d'une salle de classe. Enfin là, pour le coup, oui, c'était une salle de classe. Mais c'est vraiment aller sur le terrain et passer du temps sur le terrain.
On parle de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois si on a de la chance. Là, en l'occurrence, ça se comptait plutôt en semaines. Euh, et puis, ça recoupe donc beaucoup de différents types d'activités, mais principalement essayer d'identifier tous les parties prenantes qui sont impactées par le problème qu'on essaye de résoudre ou qui peuvent avoir un impact dessus. Donc, évidemment, on a passé du temps avec des élèves, avec leurs profs, dans ce contexte des bridge schools en particulier, mais aussi ensuite dans d'autres classes à travers la ville, pour comprendre ce que ça veut dire d'être dans une classe, entre guillemets, enfin, publique. Qu'est-ce qu'on attend des élèves? C'est quoi les dynamiques qu'il y a en présence? Passer du temps aussi avec des officiels, des gens qui représentent la ville, des gens qui représentent le gouvernement, les NGO, enfin, tous les différents types de NGO qui sont en lien avec ce problème-là pour comprendre un peu quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs motivations. Passer du temps sur le terrain, c'est-à-dire observer. Et puis là, bah, il n'y a pas de miracle. Vous imaginez bien, moi, je passe pas inaperçu dans ce genre de contexte. Euh, voilà, ça se voit que je suis pas d'ici, que je suis vraiment un visiteur, on va dire ça comme ça. Et donc, la contrainte du temps, elle est vraiment importante parce que si on vient juste en visite quelques heures, ben, on fera jamais partie suffisamment entre guillemets, du paysage pour pouvoir observer des choses qui ne sortent pas de l'ordinaire. Parce que quand on arrive, bah, ça crée énormément tout d'un coup de ruptures et de turbulences, on va dire, dans le contexte. Parce que c'est pas comme d'habitude. Dans une salle de classe, vous imaginez bien les enfants nous voir arriver, ben voilà, ça crée énormément ouais, de turbulences et de discontinuité dans leur matinée ou leur après-midi. Donc c'est pour ça que de passer du temps et de petit à petit devenir un petit peu plus familier, ben, c'est important. C'est ce qui permet de commencer à observer des choses un peu de la vie ordinaire et de vraiment aller au-delà des éléments des fois très théoriques on peut nous raconter en tant que chercheur, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous interrogez les gens, en général, bah, je sais pas, les 60 ou les 70% premiers pourcents de l'interaction, on va vous répéter souvent les mêmes choses, un peu les mêmes lieux communs, les mêmes évidences. Euh, les mêmes éléments un peu de politesse, on va dire ça comme ça, que ce soit sur le problème ou sur la manière de l'expérimenter. Et il n'y a que en passant du temps et en créant un petit peu de confiance et en montrant qu'on est là pour aider, qu'on est là pour comprendre, qu'on n'est pas là pour prétendre avoir la réponse à tout et pour imposer quelque chose, qu'on commence à se donner la possibilité d'avoir des éléments d'échange et d'interaction qui vont au-delà du politiquement correct ou des choses les plus évidentes. Donc c'est vrai que cette capacité à prendre du temps, à aller au-delà d'avoir l'impression des fois qu'on le gaspille dans un projet ou qu'on est en train de perdre son temps, bah, c'est important pour créer cette confiance. Parce que voilà, il n'y a pas de miracle. C'est quelque chose qui demande de l'énergie, de construire une confiance, que ce soit avec les parties prenantes ou en étant dans un contexte en particulier pour un peu se faire oublier. Et ça, le designer en général, il est assez... Bah voilà, ça fait partie un peu de notre job d'explorer des pistes et d'explorer des fois des choses et de perdre son temps. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que des fois, moi, dans mon contexte professionnel ici à l'EPFL, c'est un peu notre ennemi de perdre du temps, de perdre de l'efficience ou de ne pas être efficace. Alors les scientifiques ont un peu plus l'habitude des fois d'explorer des choses, mais les ingénieurs, des fois, voilà, un petit peu plus de peine. Donc il faut être en paix par moment avec le fait ben, et que ça va prendre du temps et qu'il ne faut pas avoir trop peur de ça. Euh, Maintenant, juste enfin, un petit reality check. Je pense que dans le contexte de Tech for Dev et des projets, il y a une étape qui a été, entre guillemets, prévu pour faire cette exploration, ce prototypage, c'est déjà en fait beaucoup plus que la plupart des projets. Donc je ne suis pas en train de prétendre que si vous ne pouvez pas passer 2 ans tel un anthropologue ou un ethnologue pour juste observer et vous faire oublier, ça n'a pas de valeur. Ce que je dis, c'est que du moment que déjà dans un projet, on a quelques jours, quelques semaines ou un peu de temps pour le faire, c'est déjà mieux que la plupart des projets auxquels j'ai eu affaire dans d'autres contextes. Donc il s'agit juste d'en faire un bon usage. C'est toujours mieux que rien, quoi. Donc voilà, ce qu'on entend par activité, comme je disais, il y a ce qu'on appelle les entretiens semi-structurés. Ce qu'on entend par là, c'est le fait qu'on va se poser la question de ce qu'on essaye, c'est quoi l'objectif des discussions qu'on va avoir, c'est quoi les questions les plus importantes auxquelles on a envie d'avoir des réponses. Maintenant, on va pas essayer de trop scripter l'entretien, c'est-à-dire on va pas essayer d'avoir vraiment toutes les questions qui sont complètement définies et prêtes et qu'on va répéter avec tout le monde, comme des fois on le fait dans un protocole scientifique ou un projet de recherche.
L'objectif, il est d'apprendre. Donc, je sais, Maïmouna, vous êtes journaliste, donc je pense que vous avez plus l'habitude de ça que certains de mes collègues à l'EPFL. Mais c'est d'avoir cette approche d'une discussion et puis de suivre un peu le flot de la discussion pour apprendre ce qu'on a envie d'apprendre. Et puis, merci pour le petit pouce. Et puis, avoir recours à tous ces moments d'observation. On va sur le terrain, juste observer comment les gens vivent, comment les gens se comportent, comment ils communiquent, quelles sont les technologies qu'ils utilisent dans leur vie de tous les jours, comment ils interagissent avec les différentes composantes du problème. Et puis, comme vous le verrez après, essayer d'identifier dans tout ça qu'est-ce qui est en tension un petit peu. C'est-à-dire que entre les entretiens qu'on a avec les gens et ce qu'ils nous racontent et la manière des fois dont ils conduisent leur vie et les activités du quotidien, bah, il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours très cohérentes. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir ce que ça peut révéler à la fois sur le projet et du coup sur certains critères d'adoption de ce qu'on aimerait leur amener. Euh, Plusieurs éléments qui sont ressortis de notre première phase un peu, on va dire, de surface. On essaie de rencontrer un maximum de parties prenantes et d'observer un peu les différents contextes. Alors, comme je disais, dans l'élément central, bah, c'est que ce qu'on imaginait être les activités d'apprentissage et d'enseignement, en fait, sont beaucoup plus larges que ce qu'on pouvait entendre. Ça, c'est pour le côté un petit peu évident. Après, il y avait des éléments assez rapidement, les organisations avec lesquelles on travaillait se reposaient sur certains processus qu'ils avaient mis en place et qui pour eux étaient un peu des processus de référence. Notamment le fait par exemple que bah, ces bridge schools, pour encourager les familles à envoyer leurs enfants à l'école, on reposait sur notamment les arguments qui sont que bah, les enfants sont nourris à l'école, c'est-à-dire gratuitement, il y a des repas chauds qui sont donnés à midi, et puis aussi qu'on leur délivre un peu une médication de base, c'est-à-dire des médicaments un peu de référence pour contrer certaines maladies qui sont répandues dans ce genre de contexte. Et puis ce qu'on a découvert en fait dans la pratique, c'est que bah, c'était pas si parfait que ça. C'est-à-dire que les médicaments, par exemple, étaient souvent perdus, souvent subtilisés, on va dire. Mais voilà, là, en l'occurrence, la photo que j'ai prise, c'était un enfant qui avait récupéré les tablettes avant qu'elles soient distribuées, puis s'amusait à lancer les petites pilules partout dans le camp. Bah, là, le résultat, c'est que les enfants ne pouvaient pas toujours avoir le médicament. Alors, bon, après, c'est clair qu'il y a des redondances dans le système et que c'est pas non plus critique parce que les enfants finissent pour la plupart par en avoir suffisamment pour que ça fasse une différence. Maintenant, on a vu que dans certains processus que les organisations pensaient avoir bien déployés et qui fonctionnaient, bah, ce n'était pas toujours aussi évident que ce qui paraissait et qu'il y avait beaucoup comme on dit, d'un peu de trous dans la raquette, c'est-à-dire il y a ce que pensent les organisations et ce qui arrive sur le terrain et souvent il y a un gros écart aussi. Et puis l'autre élément, c'est qu'en fait, ben, comme vous, pour vos projets, le fait d'avoir différents parties prenantes, donc d'avoir des organisations civiles, des organisations gouvernementales, des équipes techniques, les gens de Selco, les gens des communautés, mais en fait, on arrive à lister assez facilement ces parties prenantes, à les identifier, mais après, comprendre les relations que tout le monde a les uns avec les autres, c'est un peu plus compliqué. Et il y a des dynamiques d'influence, de dépendance et de pouvoir entre ces différents parties prenantes qui en fait impactaient le projet. C'est-à-dire que oui, en théorie, on avait entre les mains des solutions, mais toutes ces solutions n'étaient pas forcément acceptables par toutes les parties prenantes. Et vu qu'il y avait ces mécaniques un petit peu d'influence entre elles, ben, quelque chose qui ne plaisait pas à certains parties prenantes pouvait juste complètement bloquer tout le projet auprès d'autres parties prenantes. Et ça a été la source aussi des fois, alors dans ce projet, ça a été encore au départ, mais dans d'autres projets, de beaucoup voilà, de problèmes d'adoption. C'est-à-dire, en théorie, la technologie qu'on a entre les mains ou l'idée qu'on a, elle est brillante et elle va fonctionner. Les gens qu'on a en face de nous, pour la plupart, disent que c'est le cas, mais en fait, il y en a certains, on découvre que parce qu'ils ont une certaine relation avec un autre partie prenant, par exemple de dépendance, bah, ils n'ont pas forcément intérêt à avoir cette solution déployée parce que ça ferait émerger des nouveaux problèmes qui leur font peur. Et de bien comprendre un peu ces mécaniques-là sous-jacentes, bah, c'est important parce que bah, malheureusement, souvent, il y a des gros obstacles qui peuvent émerger de ça. Donc cette étude, un peu, cette première phase de bien identifier le contexte dans lequel on est et comment les gens interagissent entre eux, bah, c'est important. D'où l'importance aussi dans ces premiers entretiens de demander aux gens ce qu'ils pensent des autres, enfin des autres parties prenantes. Je ne dis pas, il ne faut pas les juger,
Je vais leur dire, ah, mais comment se passe la collaboration avec tel et tel? Est-ce qu'il y a des éléments par le passé qui ont été particulièrement productifs ou potentiellement des choses qui ont un petit peu freiné la collaboration? Ça peut vraiment vous aider à révéler certaines dynamiques entre eux, enfin entre elles. Ensuite, la prochaine étape, c'est, si vous en avez le temps, c'est d'essayer de creuser. Et quand j'entends creuser, c'est aller un peu plus en profondeur dans le ressenti des personnes. Avant, il était beaucoup question ce qu'on entendait par partie prenante. Donc, c'est un petit peu des fois des positions de principe que les gens ils peuvent avoir dans leur fonction ou un peu dans leur rôle officiel qu'ils ont en tant que, je sais pas, en tant que prof ou en tant que représentant de la société, je sais pas, de certaines organisations ou de certains gouvernements. Ils ont des fois des positions un petit peu de principe parce qu'ils incarnent quelque chose. Et puis après, quand on a le temps dans les projets et qu'on peut, l'objectif, il est de creuser plus en profondeur sur le côté un peu plus irrationnel ou subjectif des gens, qu'est-ce qu'ils ressentent. Parce que plus particulièrement ceux qui auront entre les mains votre solution et devront interagir avec, bah en fait, c'est là que résident la plupart du temps les facteurs d'accélération, d'adoption ou de résistance. C'est des fois dans des choses très bêtes, quoi. C'est-à-dire que quand on conçoit une interface ou qu'on conçoit quelque chose qu'on va mettre dans les mains de quelqu'un, bah, des fois quelque chose d'aussi bête que les termes qu'on va utiliser sur les boutons ou sur le formulaire ou sur la taille des choses, ou, enfin bref, tous ces trucs-là bah, font une grosse différence parce que les gens, c'est ce qui peut les agacer, c'est ce qui peut leur apporter de la satisfaction et que c'est souvent là que réside, bah, voilà, comme on disait, le fait que les choses, elles restent, enfin, qu'on continue à avoir envie de les utiliser dans le temps ou pas. Donc, on a passé pas mal de temps avec les parents des enfants qui étaient à l'école, avec les enfants eux-mêmes pour comprendre un peu ce que ça voulait dire pour eux d'être enfant dans ce genre de contexte et d'essayer d'apprendre et qu'est-ce qu'ils percevaient même de ces activités d'apprentissage. Et puis dans la dernière image, alors elle est vraiment pas évidente à comprendre, un peu de nuit là avec le marché, c'est être prof, ça veut pas dire grand-chose en fait. C'est-à-dire que vous êtes avant tout un être humain qui a une activité professionnelle qui est d'être prof et qui a peut-être la vocation d'être prof, mais vous avez une vie tout autour, tout comme le fait d'être parent, vous n'êtes pas seulement parent, vous avez aussi toute une vie autour. Et puis être enfant, c'est pas seulement aller à l'école, c'est aussi faire des tas d'autres choses. Et puis de comprendre ce qu'est la vie qu'il y a autour, bah, c'est vraiment important parce que ça aide à comprendre ensuite la prof. Donc là, en l'occurrence, l'image que j'ai choisie, c'était pour montrer qu'on avait suivi ces professionnels en dehors de leur vie professionnelle. C'est-à-dire quand ces profs, elles ou ils, rentrent chez elles ou chez eux à la fin de la journée, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils doivent aller acheter à manger, ils doivent se faire à manger, ils doivent interagir avec leur famille, interagir avec leurs amis. Quelle est l'influence de ce qu'ils font dans leur journée professionnelle là-dessus? Et de comprendre tout ce qu'il y a derrière. Alors là, c'est vraiment pas évident parce que autant les premières phases, ben, en général, comprendre un problème en tant qu'ingénieur, scientifique, journaliste, designer, ben voilà, on arrive un peu à faire sens. Autant là, des fois, on touche à des choses un petit peu psychologiques qui sont moins évidentes à cerner et à comprendre. D'où l'importance aussi de la confiance, le fait de partager des choses, le fait de ne pas être juste un chercheur, mais d'être avant tout un être humain qui essaie de comprendre un autre. Donc là, c'est des fois les éléments dans lesquels on est les moins à l'aise, quand c'est pas notre travail, mais en même temps, on est tous humains, donc juste de s'intéresser à un autre humain, moi, c'est quelque chose d'assez intuitif, donc de pas hésiter à juste faire les choses de la manière la plus naturelle qui vienne à vous. Maintenant, quand on a creusé tout ça, donc on a fait le contexte, hein, ce que je vois un peu dans ma tête comme étant le truc horizontal. Après, on a passé du temps avec les gens, ce qui est plus un peu le côté vertical, aller plus en profondeur. Et puis là, l'objectif, il est de révéler des éléments d'information qui vont donner, on va dire, des directions intéressantes au projet, c'est-à-dire qui vont permettre un peu d'avoir des éléments sur lesquels on peut agir. Et nous, à travers le temps qu'on a passé avec les profs, il y a quelque chose qu'on a découvert qui a été vraiment critique dans la suite du projet, c'est qu'en fait, malgré le fait que leur journée était vraiment, vraiment, vraiment difficile, dans le surmenage que pouvaient amener ces activités avec les enfants et tout, bah en fait, aucune d'entre elles, je vais dire elles parce qu'en fait, vraiment la plupart étaient des femmes, aucune d'entre elles voulait passer moins de temps avec les enfants. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de s'arrêter d'enseigner, il n'était pas question de faire plus de pauses ou d'avoir moins d'enfants ou d'être moins en contact des enfants. Au contraire, si elles pouvaient juste passer encore plus de temps avec les enfants, encore plus du temps de qualité avec chacun d'entre eux, elles voulaient ça.
Elle voulait pas du tout qu'on les amène grâce à la technologie et ce qu'on avait un peu en tête, peut-être utiliser des tablettes ou utiliser des technologies digitales. Elle voulait pas rendre les enfants plus autonomes grâce à ça. Elle voulait juste avoir plus de présence humaine de qualité avec eux. Ça, c'est le premier élément qui, pour nous, n'était pas forcément évident parce que quand on les voyait avec les enfants, elles avaient vraiment l'air, pour la plupart, à deux doigts ouais, je sais pas, de ce qu'on pourrait qualifier d'une forme de burn-out professionnel. Le deuxième élément qui nous a surpris, c'est qu'en fait, ben, ces profs, vu qu'elles venaient pas du camp, ce qui pour nous n'était pas évident au départ, euh, elles avaient accès pour la plupart dans leur vie personnelle aux mêmes technologies que nous toutes et tous. Elles étaient très à l'aise avec même les nouveaux types de technologies, les applications, enfin bref, tous les trucs qu'on a dans notre vie personnelle et auxquels on a recours. Par contre, il y avait une certaine frustration qui était que c'était quelque chose bah, qu'elles n'utilisaient pas dans leur travail et qu'elles ne pouvaient pas utiliser parce qu'elles partaient très tôt le matin, elles rentraient très tard le soir, elles ne pouvaient pas recharger leur téléphone au travail. Donc assez facilement, assez rapidement, quand elles avaient tenté d'utiliser ça dans leurs activités, ben, elles manquaient de batterie pour quand elles rentraient le soir dans le bus pour faire des activités plus personnelles. Donc en fait, elles avaient tendance tout au long de la journée à minimiser au maximum leur activité digitale avec leur téléphone pour pouvoir économiser la batterie parce que le système de Selco n'était pas pensé pour ça. Et puis le troisième et le plus important des éléments qu'on a découvert, c'est qu'en fait, la plupart de ces profs passaient plusieurs heures par semaine et en général le soir après le travail à remplir des grilles de reporting, c'est-à-dire de rapports pour l'organisation qui les payait. Parce qu'en fait, bah, c'est clair qu'elles n'étaient pas payées par les parents ni par les enfants pour enseigner, elles étaient payées par une organisation civile qui avaient besoin de chiffres pour s'assurer qu'elles faisaient bien, non seulement bien leur travail, mais aussi que l'organisation savait ce qui se passait dans le camp, savait combien d'enfants venaient à l'école, combien d'enfants avaient des médicaments, combien d'enfants mangeaient, pour pouvoir ensuite communiquer avec leurs donneurs, enfin leurs donateurs ou avec les autres organisations avec lesquelles elles collaboraient. Et comme vous pouvez le deviner là sur la troisième image, ce travail de rapport se faisait manuellement dans des grilles, comme vous le voyez là, analogiques, avec un système de notation propre aux profs, mais qui, voilà, c'était juste des petits éléments graphiques dans des grilles. Il y avait énormément d'éléments à renseigner, énormément de travail ensuite d'agrégation à faire pour faire des moyennes, pour faire des métriques, ensuite à envoyer aux organisations, avec souvent assez peu de retour des organisations sur ces chiffres. C'est-à-dire que ces chiffres les organisations s'en servaient pour communiquer avec leurs propres parties prenantes, mais en fait, ça ne permettait pas une boucle de feedback ou une boucle vraiment d'aller-retour entre les profs et l'organisation. C'était des informations qui remontaient, mais qui, voilà, en général, ne permettaient pas ensuite d'informer le travail du ou de la prof. Donc c'était quelque chose qui était perçu en fait par la prof comme, enfin les profs comme quelque chose d'assez stérile, c'est-à-dire qu'ils envoyaient des informations et pour eux, bah, c'était la condition pour être payés et bien faire leur job, mais ça permettait pas une boucle d'apprentissage qui venait les enrichir sur leur pratique ou sur peut-être voir des tendances sur le temps ou des choses comme ça. Et puis, un autre élément intéressant, c'est que la plupart du temps, les profs, quand on parlait avec, pour eux, leur journée de travail s'arrêtait quand ils quittaient l'école. Mais en fait, quand on observait dans les faits, bah, ça, c'est aussi du travail. Sauf que vu que c'était des activités qu'ils faisaient en dehors de la salle de classe, intuitivement, ils n'en parlaient pas comme leur travail. Donc, si on s'était arrêté simplement à l'entretien, bah, on serait passé à côté de ces éléments-là qui sont vraiment importants et qui expliquaient que, bah, en fait, les journées d'enseignement, certes, couvrait pas toute la semaine et toutes les journées, mais par contre, les activités professionnelles liées à l'enseignement, telles que le reporting, occupaient beaucoup plus de temps et amenaient clairement du surmenage parce que ben là, elle faisait la croix sur beaucoup d'activités plus personnelles, sociales qu'elle pourrait avoir dans les soirées ou d'autres moments de la semaine. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est déjà, on a challengé quelque chose qu'on pensait un peu être une contrainte du projet, qui était pas de solution digitale. Parce qu'on sait d'expérience que les solutions digitales, elles sont dans ce genre de contexte très compliquées à maintenir parce que les organisations, elles n'ont pas forcément les ressources internes pour pouvoir faire en sorte que ça continue à marcher, pour pouvoir débugger quand il y a quelque chose qui ne marche pas, pour pouvoir vraiment aider les utilisateurs quand ils n'ont pas l'habitude. Donc on s'est dit, bon, bah, ça doit être quelque chose que l'organisation elle-même n'a pas besoin de maintenir, mais qu'une entreprise, par exemple, devrait maintenir parce qu'en fait, elle doit le faire.
Et puis, on a trouvé une solution qui existe toujours, qui s'appelle Airtable. Donc, c'est un système, c'est un truc américain, je crois américain, ouais, de base de données, un peu comme Excel ou Google Spreadsheet ou des choses comme ça, en ligne, mais qui est extrêmement plus simple d'utilisation et surtout qui a une partie de formulaire qui est facilement adaptable pour en faire des sortes de petites applications très simples. Et donc, en fait, s'il y a des bugs, bah, ce n'est pas vraiment le problème de l'utilisateur ou de l'organisation, c'est le problème d'Airtable, parce que c'est eux qui continuellement doivent travailler là-dessus pour maintenir leur système. On utilise une version tellement simple, c'est gratuit, c'est pas un truc payant, c'est pas, il n'y a pas de fonctionnalité un peu trop particulière qui demanderait de l'entretien. Donc en fait, voilà, il n'y a rien qui sortait de l'ordinaire pour, à la fois pour Airtable et à la fois pour les NGO. C'est vraiment quelque chose qui peut être maintenu par un peu tous les professionnels. Et puis, bah, l'idée, c'était de dire, bon, bah, comment est-ce qu'on peut déjà d'abord simplifier ce reporting? Parce qu'en fait, entre le moment où les organisations avaient réfléchi à qu'est-ce qu'ils voulaient comme information de la part des profs et qu'est-ce qu'ils utilisaient dans la réalité, bah, plusieurs années s'étaient écoulées et tout ne faisait pas sens. Donc le premier élément, c'est la photo en haut à gauche, on a trié, c'est-à-dire quels sont les chiffres qui font toujours sens, comment on les calcule, comment est-ce qu'on peut simplifier au maximum les informations qui sont demandées aux profs. Et puis ensuite, ben, les profs, comme vous le voyez, on a commencé à tester des prototypes un peu simples avec elles dans leur quotidien. Quelles sont les informations qu'elles peuvent rentrer en cours de la journée, les plus simples possibles, c'est-à-dire elles n'ont pas besoin de faire de calcul ni rien, mais juste des oui, des non, des trucs très basiques et des méthodes de calcul derrière qui sont automatisées et qui sont de l'ordre des moyennes, des agrégations, des pourcentages, des choses qui sont vraiment pas compliquées pour le système à faire et qui font sens pour les organisations derrière. Et puis l'autre composante, bah, c'était de faire en sorte que, mais ça c'était peut-être le plus simple, bah, l'infrastructure solaire puisse permettre à ce genre de technologie d'être rechargée et maintenue dans le courant de la journée. Donc ça, c'est vraiment pas au niveau de l'ingénierie quelque chose qui est trop compliqué, mais qui permettait de s'assurer que les profs puissent se servir des solutions tous les jours. Euh, c'est clair que entre les premières solutions qu'on a proposées et ce qui a été implémenté plusieurs mois, voire plusieurs années après, bah, il y a eu des grosses itérations et c'est quelque chose qui a été poussé beaucoup plus loin. Nous, notre travail s'est arrêté après quelques semaines et plusieurs cycles de prototypage à révéler un petit peu quels seraient les facteurs les plus importants pour faire en sorte que cette solution puisse être ensuite mise à l'échelle. Donc les trucs que nous, on a découverts à travers juste le fait d'avoir ces prototypes qui sont évidemment pas forcément au niveau technologique les choses les plus poussées, ce qu'on pourrait s'attendre de l'EPFL, mais déjà qui révèlent un certain nombre de conditions importantes, bah, c'est le fait que même si vous avez une solution miracle dans les mains, il y avait un truc clair, c'était qu'on pouvait jamais interrompre l'enseignement. C'est-à-dire que même si on faisait la promesse que de prendre un petit moment, genre une demi-heure ou une heure pour tester quelque chose, sur le temps, à moyen terme, ça ferait une différence pour la prof et pour les enfants, etc. En fait, on pouvait jamais les interrompre. On pouvait profiter de petites pauses pour leur montrer des choses et pour leur dire, ben voilà ce qu'on aimerait que vous essayiez dans les 2 ou 3 heures qui viennent ou dans les journées qui viennent. Mais en fait, on n'avait presque jamais le temps de s'asseoir avec les profs autour d'une table pour vraiment leur montrer comment ça marchait, euh, quels étaient les bénéfices à moyen ou à long terme. Donc en fait, ça, il y avait une condition qui était très claire, qui est du coup que tout ce qu'on faisait devait être un petit peu vraiment réduit à quelque chose d'extrêmement simple à chaque fois qu'on testait et qu'on essayait de passer cette technologie. Sinon, en fait, la prof, ben, ça faisait trop, quoi. Ça faisait trop à gérer. Et surtout, les enfants, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Je veux dire, il n'y a personne d'autre pour les gérer, donc c'est autant d'occasions perdues de leur apprendre quelque chose ou d'essayer de collaborer avec eux. Deuxième élément vraiment très important, c'est que même pour en l'occurrence, les NGO avec lesquels on travaillait, c'était impossible d'aller sur le terrain sans avoir des fixers, donc des gens qui viennent faciliter les échanges avec la communauté, avec les enfants, et aussi des interprètes. C'est-à-dire que pour des problèmes juste, ben voilà, en Inde, il y a des centaines, voire des milliers de dialectes, et c'est clair que dans ces camps, c'est jamais juste de l'anglais ou de l'hindi, en général, c'est un dialecte en particulier qui est parlé par très très peu de gens. Donc à chaque fois, il faut trouver le bon interprète, il faut que l'interprète soit là, qu'on commence à avoir l'habitude de travailler avec des interprètes à faire ces échanges. Donc ça demande aussi une courbe d'apprentissage et c'est vraiment pas évident. Et idem, en fait, il faut trouver les gens pour faciliter ces échanges avec les communautés. Et c'est à chaque fois, même si on travaille avec des gens
j'entends des organisations qui sont locales, avec des gens qui viennent de Bangalore ou de l'État dans lequel on était. Bah, ça demande des gens vraiment très particuliers avec des compétences très clés. Et bah, il faut les trouver pour le projet et ça prend du temps. Le fait que malgré le temps qu'on a passé, ben, c'est le genre de contexte de projet où vous ne me trouverez jamais tout seul le soir dans un camp. Enfin voilà, j'ai toujours besoin d'être accompagné parce qu'il y a des problèmes de communication, des problèmes de perception de pourquoi on est là, qui des fois c'est juste mal interprété ou mal compris. Donc ça demande toujours cet interfaçage. Euh, c'est difficile, comme je disais, vraiment d'être dans cette dynamique de collaboration avec la communauté. Ça demande un travail de facilitation et des gens qui savent le faire. Et puis, un élément vraiment aussi important avec le prototypage, c'est qu'en fait, avec ce qu'on a déployé, quand les profs ont commencé à l'utiliser, il y a quelque chose d'assez rapide qui s'est mis en place, qui est en fait que les organisations avaient des informations à une fréquence beaucoup plus soutenu et dans des chiffres qui faisaient facilement sens pour eux. Alors, en théorie, c'est quelque chose qui, bien sûr, est positif. Et en pratique, le problème, c'est que ça changeait les dynamiques juste de pouvoir qu'il y avait entre certaines de ces organisations, qui faisait que ça changeait leur manière de travailler et qu'ils n'étaient pas forcément prêts pour ça. C'est-à-dire que quand vous êtes une organisation et que vous avez l'habitude, 2 fois par mois ou 1 fois par mois, de recueillir ces rapports des profs qui viennent, où il y a tous ces chiffres, hein, ces moyennes, ces trucs qui ont été faits à la main, c'est un temps de process, entre guillemets, qui est assez long. C'est-à-dire que, bon, vous allez regarder sur 2, 3, 4 mois s'il y a des tendances, puis ensuite vous allez prendre une décision sur est-ce qu'il va falloir plus d'argent pour les mois qui viennent, ou quelles sont les informations que vous allez transmettre à vos donateurs, aux autres organisations, au gouvernement et tout. Et là, le fait d'avoir accès à des informations presque tous les jours ou toutes les semaines fait que tout d'un coup, vous voyez des tendances beaucoup plus rapides qui se dessinent, et ça demanderait d'accélérer certaines prises de décision, d'avoir recours par moment à différents types de ressources ou plus de ressources. Et ça, ben, toutes les organisations ne sont pas prêtes à changer leur manière de fonctionner. Et donc, ça crée des résistances. Ça crée des résistances dans le scaling, enfin la mise à l'échelle du projet et dans le développement du projet. Et donc, c'est une manière de dire que assez fréquemment, ce que j'entends contre enfin pas contre, mais un argument que j'entends contre cette dynamique de prototypage. Donc, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir la solution parfaite et finale pour commencer à tester des petites choses. C'est non, non, mais de toute façon, notre solution, elle va être tellement géniale, elle va tellement changer la manière dont les gens fonctionnent, elle va tellement résoudre tous les problèmes d'un coup que les gens, entre guillemets, n'auront pas le choix que de l'utiliser. Et en fait, ce que moi j'ai vu dans la pratique, bah, c'est quelque chose qui est vraiment très différent. C'est déjà que si on se donne pas les moyens de découvrir tous ces petits problèmes avant, bah, au moment où on essaie de déployer un gros projet, ça devient des obstacles qu'on ne comprend pas en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les détecter, on n'arrive pas à les décrypter, on n'arrive pas à les intégrer au projet. Donc d'approcher cette phase en disant, OK, on va faire des petits tests, c'est pas la solution définitive, c'est pas la technologie définitive, c'est même quelque chose des fois qu'on simule complètement, mais ça nous permet de comprendre des résistances et de les révéler avant que ça devienne des obstacles monstrueux au projet. Et le fait est que, comme j'ai dit, c'est frustrant parce que des fois, malgré le côté technique parfait d'un projet, ben parce que juste on n'a pas trouvé la bonne manière de l'amener aux gens, pas trouvé la bonne manière de faire une interface, ben, y a rien qui... Une interface, ça peut être une interface graphique sur un ordinateur, mais ça peut être aussi les messages qu'on utilise pour communiquer ce que c'est. Tous ces éléments-là, si on ne s'est pas donné l'occasion de bien comprendre ce qui fait une différence, ben, en fait, ça ne marche pas. Et ça revient au même que d'avoir une technologie qui marche pas. C'est-à-dire que, mais c'est encore plus frustrant parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu peut-être mieux comprendre et sur lequel on aurait pu mieux travailler avant. Donc c'est le design thinking dans ce contexte-là, c'est vraiment réussir à mieux comprendre le contexte, mieux comprendre les gens dans leur perspective, dans leur subjectivité, et puis le plus rapidement possible de venir avec des éléments de la solution ou des hypothèses qu'on a et d'essayer de les tester pour voir comment réagissent les gens, comment réagissent les différents parties prenantes à ça. Donc, ce que j'ai fait à partir de là pour essayer de vous mettre un petit peu dans dans une démarche de design thinking, c'est que j'ai 3 questions pour vous. Je m'attends pas à ce que vous y répondiez là maintenant dans les 25 minutes qui restent. C'est plus un peu des prompts, comme on dit, pour essayer de vous faire réfléchir peut-être un petit peu différemment ou discuter en tout cas entre vous autour du projet
avec un angle un petit peu différent et qui peut vous amener peut-être à approcher les choses différemment, mais aussi, et ça c'est très important, à avoir un peu un, comment dire, un common ground, donc un peu des éléments communs entre vous, vu que je crois que vous, entre les laboratoires les différentes organisations sur le terrain, bah, c'est la première fois que vous collaborez, donc voilà, vous avez sans doute des manières de faire qui sont un petit peu différentes, des perspectives différentes. Voilà, c'est peut-être une manière de tous vous mettre en dehors de votre zone de confort en termes d'engager la discussion et le projet. Euh, ce qui est le plus important pour moi à retenir au sujet du design thinking, c'est que vraiment, dans un projet, c'est assez facile de chercher à confirmer ce qu'on croit, c'est-à-dire à toujours discuter avec les gens de manière à ce qu'ils nous disent qu'on a raison. Euh, la démarche du design thinking, pour moi, c'est plutôt au contraire d'essayer de se donner tort et d'être en paix avec ça. C'est-à-dire que le plus on discute avec les gens et le plus on découvre, au fond, pourquoi ils sont pas d'accord avec nous et pourquoi ils pensent que notre projet pourrait ne pas fonctionner, et le plus on découvre des opportunités d'améliorer le projet de manière à ce qu'ils l'acceptent et qu'ils l'utilisent. Donc, les trois questions que j'ai, je vais les traduire, là, elles sont en anglais, mais bon, c'est pas trop compliqué de les traduire comme ça, je crois. La première question, c'est au lieu de lister toutes les parties prenantes qui sont en lien avec votre projet comme on ferait d'habitude, c'est de se demander, d'après vous, quelles sont les parties prenantes ou quels sont les gens qui ont le plus de probabilité de ne pas être d'accord avec ce que vous allez proposer et pourquoi potentiellement ils ont raison de ne pas être d'accord. Donc ça demande un petit peu de se mettre dans une perspective qui est un petit peu étrange, parce que c'est pas comme ça qu'on se pose la question d'habitude. Mais au lieu d'aller chercher les gens qui vont nous dire ouais, c'est génial, vous avez raison de travailler là-dessus, c'est exactement ce dont on a besoin, c'est de trouver les gens qui vont vous dire alors, pas forcément que c'est nul et que ça va pas marcher, mais qui vont être capables de vous dire waouh, ouais, c'est une bonne idée, mais moi je pense qu'il y a ça et ça qui potentiellement pourrait pas marcher. Et moi, dans mon contexte, il y a ça qui me fait un peu peur, etc. Et de vous poser la question de pourquoi est-ce que fondamentalement, ben voilà, ils ont pas, s'ils vous disent qu'ils ont peur sur quelque chose ou que pour eux ça va pas marcher, c'est d'essayer de comprendre ben, en quoi est-ce qu'ils auraient raison pour eux. Et ça, c'est clair que c'est une manière d'engager la réflexion qui déjà est assez, pas forcément évidente. La deuxième question, c'est de se demander qui potentiellement pourrait avoir un intérêt à voir les choses continuer telles qu'elles sont dans le contexte de votre projet. En fait, on part souvent du postulat que tout le monde a envie que les choses aillent mieux, que tout le monde veut qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait du progrès, qu'il y ait des nouvelles choses qui soient proposées. Le challenge que je vous propose, le défi, c'est mais est-ce qu'il y a des gens qui potentiellement n'ont pas forcément intérêt à voir que les choses aillent mieux? Euh, ou qui potentiellement peuvent se sentir un petit peu menacés par ce que vous proposez, par la solution ou par même le fait qu'il y ait un projet qui se fasse là-dessus. Et puis la troisième question, c'est quelles sont les hypothèses que vous faites. Donc, assuming, le verbe en anglais, c'est postuler ou présupposer. Donc, quelles sont grosso modo les hypothèses que vous faites à propos de vos utilisateurs ou des autres parties prenantes qui, si elles étaient fausses, feraient en sorte que votre projet ne marche pas du tout. Donc, assez souvent, par exemple, en ce qui me concerne, les hypothèses que je fais, c'est typiquement, l'utilisateur, il va, juste en ouvrant la solution de l'application, comprendre ce que c'est, à quoi ça sert et comment il peut s'en servir pour directement faire en sorte que ça crée de la valeur pour lui. Ou souvent, les gens ils vont comprendre directement ce qu'on est en train de leur proposer au moment où on leur explique. Bah, ça, potentiellement, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que ça prend du temps, il faut des fois réaffiner nos messages ou réaffiner notre interface. Euh, Et puis, c'est critique pour un projet parce que si vous expliquez mal un projet à la personne qui est concernée par ce projet-là, bah, des fois, il va falloir très longtemps pour réussir à récupérer ça. Donc, c'est ce genre d'hypothèse qu'on prend un peu comme étant toujours comme vraies ou évidentes, mais qui sont pas si évidentes que ça. Donc ça demande de prendre un peu les utilisateurs ou les bénéficiaires ou les clients qu'on a en tête, et puis pour chacun d'entre eux, se demander qu'est-ce qu'on prend pour vrai à leurs propos et qui, si c'est faux, pourrait vraiment nous mettre dans l'embarras dans le projet. Euh, S'il vous pour... plaît, est-ce que vous pouvez répéter la traduction de ce troisième point? Ouais. Qu'est-ce qu'on... Quelles sont les hypothèses qu'on prend comme étant validées ou vraies à propos d'un partie prenant ou d'un utilisateur qui, si elles sont fausses, vont complètement invalider notre solution? Par exemple, si je prends un autre contexte de projet,
j'ai eu un projet un jour où le déploiement de notre solution dépendait d'une seule organisation. Et pour nous, c'était évident que cette organisation-là avait tout intérêt à déployer notre solution. Et vraiment, comment dire, elle a communiqué à ses différents clients. Euh, pour nous, c'était évident qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'ils allaient agir autrement. Bah, le fait est que quand on est arrivé avec notre produit et qu'on leur a mis entre les mains, elles nous ont dit, bah, nous, en fait, on n'a pas envie, quoi. On n'a pas envie. On pense que ça va juste nous court-circuiter et puis que fondamentalement, après, nos clients, ils n'auront pas besoin, plus besoin de nous. Donc, en fait, bah, on ne va pas collaborer avec vous. Donc, en fait, nous, pendant tout le projet, on s'est dit, mais ils n'ont aucun intérêt à ne pas collaborer avec nous. Ils n'ont aucun intérêt à ne pas distribuer ce qu'on va proposer. Et en fait, il s'est avéré après que si, sauf qu'on n'avait pas pris le temps de vraiment discuter avec eux et d'essayer de comprendre leur perspective. Donc, il y a des fois des choses qu'on prend pour acquises. Bon, je vais formuler comme ça. Il y a des choses qu'on prend pour acquises et qui ne le sont pas du tout. Et ça peut être assez contre-intuitif. Euh, mais c'est pour ça que de se mettre non seulement de se mettre à la place des gens, mais d'essayer de passer du temps avec eux pour comprendre leur perspective, bah, c'est autant d'opportunités de comprendre, OK, c'est quoi leurs contraintes en fait? Parce qu'il y a des fois des contraintes qu'on ne peut pas comprendre en étant de l'extérieur. Donc c'est ça que j'essayais d'exprimer. Ça marche? Oui, c'est clair. Merci. Ah, super. Désolé, hein, ça peut paraître un peu abstrait formulé comme ça. Mais vraiment, je crois que s'il y a un élément à retenir de tout ça, c'est il faut pas avoir peur de chercher à avoir tort. Ça peut paraître vraiment étrange, mais en tant que designer, c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre. C'est que c'est facile, entre guillemets, de toujours chercher à discuter avec des gens qui vont nous donner raison, qui vont être du même avis que nous et qui vont dire, ouais, c'est génial, il faut faire ça et tout. Mais en fait, en général, c'est pas là qu'il y a les plus grosses opportunités de faire évoluer un projet et de faire en sorte que ça fonctionne. C'est par contre, en passant du temps avec les gens avec lesquels qui sont pas d'accord avec nous, mais qui ont quelque chose à apporter au projet, c'est là qu'il y a le plus d'opportunités. Après, je dis pas qu'il faut aller chercher des gens qui sont pas d'accord avec nous et qui ont rien à voir avec le projet. Je veux dire, on s'en fout de leur avis à eux. Mais si c'est des gens qui d'une manière ou d'une autre, sont impactés ou vont avoir un impact dessus, et qu'en plus, ils ont quelque chose d'intelligent à en dire et qui sont pas d'accord avec vous, alors il faut vraiment aller les voir en priorité. Euh, En se posant les questions de cette manière-là, bah, ça va vous aider à faire une carte des parties prenantes un peu de votre écosystème qui est pas seulement forcément les plus évidents et ceux qui vous viennent en tête, mais de découvrir peut-être des parties prenantes qui peuvent être clés pour faire une différence et à côté desquelles on serait passé si on s'était posé les questions différemment. Ensuite, c'est pour chacun d'entre eux vous aider à identifier, à définir, pardon, quelles sont les hypothèses en fait les plus critiques que vous devriez discuter avec eux, et puis ensuite à tester. Et puis, ça devrait vous aider aussi à établir des priorités dans cette phase de prototypage sur quoi faire. Parce que c'est clair que vous n'avez pas des ressources infinies, même si, comme je disais, vous avez de la chance parce qu'il y a un moment qui est alloué à ça. Bah, c'est un moment qui est malgré tout défini en termes de temps et de ressources. Vous ne pouvez pas passer une infinité de temps à les discuter, à observer une infinité de contextes. Donc c'est clair qu'il vous faut établir des priorités. Et mon point de vue là-dessus, c'est que si vos priorités, c'est d'aller rencontrer des gens dans votre projet qui potentiellement ne sont pas d'accord et que vous discutez avec eux sur les choses les plus critiques, vous allez aller à l'essentiel. Beaucoup plus à l'essentiel que d'aller discuter avec des gens qui sont déjà d'accord avec vous et qui voient tout à fait l'intérêt du projet et qui vont juste essayer de vous encourager dans une direction que vous connaissez déjà. Donc c'est clair que ce n'est pas la manière la plus évidente de faire, mais c'est là où vraiment le design thinking peut faire une différence quand il est appliqué dans ce contexte-là, parce que, il peut amener à découvrir des choses inattendues. Euh, Dernier élément, avant de répondre à vos questions si vous en avez ou vos commentaires, c'est que je reste disponible, c'est-à-dire que moi je travaille pour les PFL et j'ai beaucoup de plaisir à discuter des projets en particulier. Donc si je peux vous être d'une quelconque aide à un autre moment dans le projet, que ce soit dans cette phase de prototypage pour essayer de voir comment plus spécifiquement vous pouvez utiliser ce que je vous ai raconté cette dernière heure ou plus tard dans votre projet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'écrire sur LinkedIn ou à écrire à Tiffen et Dominica
pour qu'elle me contacte. Je suis dispo et avec grand plaisir pour m'asseoir avec vous et puis discuter de vos projets en particulier. Que ce soit, j'entends, les labs de l'EPFL ou même qui que ce soit dans le projet, vous pouvez sans autre prendre l'initiative de m'écrire et je me ferai un plaisir de m'asseoir avec vous. Donc voilà pour ce que j'avais à vous raconter. Est-ce que vous avez d'autres questions? Lucia, ça va? C'était des choses connues? Oui, mais il y a des choses connues parce que, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont du sens commun, mais c'est très intéressant ce que tu disais sur les gens qui ne sont pas d'accord avec les projets, de discuter avec eux. Je crois que ça c'est super intéressant. Et aussi, cette carte de l'écosystème des parties prenantes, et, parce que c'est aussi la carte des obstacles, non? Et Exactement, oui, je ouais. crois que c'est une chose essentielle à faire dans cette première phase d'exploration. Non, c'était vraiment intéressant et c'est merveilleux de savoir que tu existes à l'EPFL. Merci. Et donc, on te cherchera, ça c'est sûr. Pas de problème, avec plaisir, comme je disais. Euh, Moi, je trouve que je peux, bien sûr. euh, je trouve que c'est vraiment génial, vraiment ce que de vous avoir rencontré. C'est vrai que je n'avais pas jamais lié ma démarche journalistique, celle de s'intégrer justement dans faire du repérage, euh, dans ce que je fais dans mon action de la société civile. Et je pense que dans notre projet, ça va être très utile parce qu'on a commencé déjà à travailler avec un centre de recherche pour une enquête sociologique. Et on Super. n'avait pas pris en considération tous les acteurs. On avait pris en considération seulement les familles, donc les maisons devant lesquelles on va planter. Et en vous écoutant, j'ai pensé qu'on n'a pas parlé aux commerçants ambulants, par exemple, qui sont dans la rue aussi, aux autres acteurs, à ceux qui nettoient la rue, parce que Ouais. forcément, ils vont se dire, ah non, un arbre, c'est beaucoup de travail, parce qu'avec les feuilles mortes, on va encore... voilà, donc ça me mène à penser aux autres acteurs, potentiellement ceux qui vont être contre le projet. Et aussi, ça me fait penser aux autres acteurs que je peux faire adhérer à mon projet, comme les vendeurs ambulants, ils vont avoir de l'ombre, comme ceux qui habitent, qui ont des voitures, ils veulent bien stationner sous de l'ombre, Ouais. etc. Ouais. Donc ça, ce sont des acteurs que je n'avais pas pris en considération. Et Yacine, est-ce que tu es d'accord avec moi? Et la question donc, qui arrive, c'est que comment pensez-vous, est-ce que nous, dans notre démarche, on avait déjà identifié un centre d'études pour faire cette enquête sociologique? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne approche pour votre concept de, je sais pas encore, design Design thinking, thinking. où Alors, c'est lié, oui, oui, bien sûr. où il faut une autre démarche ou un autre outil? Voilà. Euh, non, je pense que tout ce qui vise à mieux comprendre le problème, les parties prenantes, l'échelle que ça a et la composante aussi, entre guillemets, systémique. Dans la sociologie, il y a quand même ça, et aussi de comprendre un peu tout ce qui se connecte. Je pense que c'est très bien. Peut-être le seul mini doute que je peux émettre, c'est au niveau de la méthodologie. Je pense que c'est des gens qui sont d'une rigueur scientifique la plus haute possible, compte tenu du fait que ça reste une science pas dure. Donc, je pense que les scientifiques en sciences dures diront que de toute façon, c'est pas du scientifique, et voilà. Mais en design thinking, l'avantage, c'est qu'on peut malgré tout avancer assez vite. C'est-à-dire que, comme je disais, vu qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un protocole de recherche complètement euh, à l'épreuve de tout, c'est-à-dire d'avoir une rigueur absolue sur toutes les questions qu'on va poser, etc. Ça permet des fois de très vite faire des itérations sur notre manière de travailler, c'est-à-dire très vite faire certains entretiens avec des gens, découvrir que peut-être la manière dont on pose des questions pourrait être affinée, ou peut-être qu'il y a un élément en fait dans notre projet qui visiblement est un gros point qu'on n'avait pas anticipé en termes d'obstacles, hein, ou au contraire de facteurs d'adoption
et puis de réorienter tout d'un coup le projet de recherche, enfin les éléments la priorité de recherche là-dessus, alors que du moment qu'on mandate quelqu'un d'autre pour le faire, ben, une fois que la direction elle est montrée, ils vont suivre cette direction-là et ils vont essayer de construire toute leur étude là-dessus. Et revisiter la question initiale, ça va pas être trop possible. Donc en fait, si la question elle est extrêmement bien définie et que vous avez, je sais pas, plusieurs semaines devant, ben voilà, ils vont se lancer là-dessus, ils vont répondre. Vous, potentiellement, l'expérience que j'ai, c'est que les premiers jours où vous adoptez cette approche et que vous allez discuter avec les premières parties prenantes, en fait, vous couvrez déjà peut-être, vous écartez 80% des fausses pistes. En disant, ah, mais je pensais que les feuilles mortes seraient un problème et que ce serait un problème qui pourrait mettre en péril le projet. En fait, bah non, pas du tout. Tout le monde s'en fout. Même les gens qui nettoient, bon, bah là, ouais, un peu plus, un peu moins, ça fera pas une grosse différence. Alors que si on lance une équipe de sociologues là-dessus, bah, ils vont passer 3 mois à explorer la problématique des feuilles mortes. C'est un exemple un peu bête, mais enfin un peu simpliste. Donc je pense que quand on a le temps et que la question elle est vraiment bien posée et qu'il faut comprendre des dynamiques qui des fois sont, par exemple dans les organisations, enfin je sais pas, dans une organisation, comprendre le lien entre différentes équipes, et les dynamiques de pouvoir et tout, et qu'on a plusieurs semaines ou plusieurs mois pour le faire, bah, on sait que le cadre il va pas beaucoup bouger du projet et on sait ce qu'on est en train de rechercher. Dans un projet comme le vôtre, je sais pas exactement où vous en êtes, mais où potentiellement il y a beaucoup de fausses pistes. Je prendrai le temps d'abord de faire une partie du travail soi-même, même si c'est pas parfait, pour essayer de distinguer quels sont les vrais obstacles peut-être d'obstacles qui sont un peu plus négligeables. Puis d'être en paix, en fait, vraiment, et c'est l'occasion de le dire, d'être en paix avec le fait que, bon, je pense en tant que journaliste, c'est peut-être plus naturel, mais à l'EPFL, c'est un truc qui est des fois pas évident à faire comprendre, qui est que c'est tout à fait OK d'être dans du qualitatif, là. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'essayer de trianguler formellement absolument tout avec du quantitatif à tout prix et de faire des sondages, etc. On peut être dans quelque chose qui est de l'ordre, au départ, en tout cas, très intuitif et d'avancer assez vite. Il n'y a pas besoin de rencontrer 10 représentants pour chaque partie prenante pour commencer à avoir une bonne idée de ce qui importe pour eux. En général, rien que les premières conversations viennent déjà tellement défier certaines hypothèses qu'on a que ça peut aller très vite. Merci beaucoup. De rien, de rien. Vous avez d'autres questions, commentaires, doutes? Vous pouvez digérer tout ça puis me faire signe à un autre moment aussi, hein, c'est tout à fait possible, hein. Je pense que Dominica, elle a dû se mettre en mode veille, non? Ça Oh, va? je vous ai Tiens le pas coup? quitté. Je Non, vous ai... non, non, j'allais pas dire ça. Non, non. Ouais. Je dis juste, moi, dans un lit, j'aurais de la peine à résister. Ça va? C'est- Tu tiens le coup? Ça va, ça va, ça va. Parce que des fois, c'est bien d'être un peu... Je veux pas dire c'est bien d'être malade, mais ça te... Je peux pas faire d'autre chose. Donc, Je vais pas faire de je suis là. multitasking. Mais donc, je sais pas si... C'est quoi les Ouais. next steps, du coup? Donc, s'il y a plus Euh, de questions, comme d'habitude, je vais envoyer l'enregistrement de la session. Aussi, le contact, les détails de contact de Marius. Ah, puis les Merci slides. beaucoup. Ah, bah, tu les as Ouais. déjà, en fait, les slides. Ouais, merci Marius d'être disponible de répondre les questions des équipes après. Je pense que Bien ça sûr. c'est Ouais. génial. Je pense qu'il y aurait beaucoup de questions pour les deux équipes. Pas beaucoup, mais il y aurait des questions sûrement pour les deux équipes qui vont suivre. Et comme nous, on va travailler avec eux, peut-être moi N'hésitez aussi, pas. Ouais. je vais te demander des questions de ma part. Mais sinon, dans dans les semaines à venir, il y a encore un atelier que Tiffen C'est fait juste. en tant que follow-up sur le design thinking avec beaucoup plus des outils. Donc, elle partage vraiment des tools, des templates, des modèles, des documents qui pourraient vous être utiles. Donc, on va regarder pour quand ça irait avec vous de programmer ça. Mais voilà, juste, oui. Ah oui, il y a un truc qu'on a dit hier et qui, à mon avis, était intéressant et que j'ai pas eu l'occasion de mentionner, c'est que euh, vraiment une des phases les plus importantes, au-delà de tout ce que j'ai raconté dans le projet que je vous ai montré, c'est la préparation.
C'est-à-dire le plus de temps vous pouvez, entre guillemets, passer en amont à discuter dans l'alliance, on va dire, de parties prenantes que vous êtes pour préparer qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on devrait observer, qu'est-ce qui pourrait être intéressant et tout. Et le meilleur usage, on a ensuite du temps à disposition sur le terrain et des ressources à disposition s'il faut les mobiliser. Donc c'est vrai que si j'ai un dernier conseil à donner, c'est ça, c'est vraiment de bien profiter en amont parce que c'est ça qui permet ensuite de faire que c'est faisable dans le temps imparti, entre guillemets, de terrain, une fois que vous êtes dessus. Ah, on n'a plus de... Oui, donc c'était Et juste ça. voilà. Pierre, on a Ouais. mentionné. Plié. Non, très bien. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres remarques ou des questions. Peut-être vous pouvez récupérer 5 minutes de votre temps. Yes, On comment se ça dit préparer? merci. Top. Merci Bonne fin de beaucoup. la Beaucoup de journée. projets, Merci beaucoup à de succès dans vos projets. Merci encore de Merci. m'avoir consacré cette partie de la journée. Non, Merci merci. beaucoup. Au revoir. Et bon Merci, merci réveillon. beaucoup. Établissement Ok, bye bye. Merci. Au Merci Au revoir. revoir. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Bye.